Bonjour tout le monde. On va voir aujourd'hui un autre chapitre. Il s'agit de la gestion des clés, puisqu'on a présenté avec la cryptographie moderne, vous avez des clés publiques qui sont diffusées et distribuées. Or, ça posera certainement le problème d'identification de ces clés. Comment savoir que telle clé appartient à tel utilisateur pour pouvoir l'utiliser afin de pouvoir communiquer avec lui en toute sécurité. Et donc, ça, le fait d'avoir des clés qui sont publiques, il est nécessaire de pouvoir identifier ces clés et savoir quel est le propriétaire de chaque clé. D'où cette nécessité de gestion des clés. Et donc, pour mettre au point un système qui permet de prendre en charge cette problématique, il y a eu la mise au point d'infrastructures qu'on appelle les PKI, ou bien ce qu'on appelle Public Key Infrastructure. Donc, c'est des infrastructures de gestion de clés publiques. Et donc, leur mission essentielle, c'est la gestion et la distribution des clés. Donc, comme ces clés, elles doivent être générées, et elle doit être mise à la disposition des utilisateurs. Donc, il va du ressort de cette institution de gestion de clés qui va prendre en charge cet aspect de gestion de ces clés. Alors, ce système de gestion de clés, il est basé sur ce qu'on appelle une institution qu'on appelle l'autorité de certification, donc dénommée par CA pour Certification Authority. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que chaque utilisateur, il va être en contact avec cette autorité de certification qui elle-même possède une clé. Donc, cette clé publique qui est distribuée à tous les utilisateurs pour pouvoir communiquer en toute sécurité avec cette autorité. Et bien entendu, cette autorité de certification, c'est elle qui permet, je dirais, de donner la garantie des clés par la suite. Pourquoi? Parce que il y a un principe qui est utilisé. Cette autorité de certification, en général, c'est ce qu'on appelle le tiers de confiance. C'est-à-dire, c'est une partie à laquelle on fait confiance. Parce que le problème, s'il n'y a pas de partie dans laquelle on fait confiance, ça veut dire qu'on peut avoir le problème récursif. Tu dis que, tiens, à partir de cette étape, tu verras la prochaine étape. Or, la prochaine étape, tu ne lui fais pas confiance, donc tu vas remonter, et ainsi de suite. Donc, la chaîne ne se terminera jamais. Et donc, il fallait adopter une stratégie pour avoir une partie qu'on appelle tiers de confiance. C'est ce qui existe un peu dans tous les États, par exemple. Tu as un tiers de confiance. Si je prends, par exemple, tous les documents officiels, tels que le permis, la carte grise ou la pièce d'identité, en général, sont fournis par un tiers de confiance, c'est-à-dire une institution de l'État qui permet de produire des documents qui sont dits des documents valides, c'est-à-dire que ce n'est pas des documents qui sont falsifiés. Donc, c'est un peu le même principe qui est utilisé dans l'autorité de certification, qui, elle, constitue un tiers de confiance et qui permet justement de pouvoir valider les clés et pour dire que telle clé appartient à tel individu et que à un moment donné, on peut faire cette association et cette association entre la clé et le propriétaire de telle sorte que personne ne peut falsifier justement cette relation qui existe entre le propriétaire et sa clé. Alors, en général, c'est l'usage. Donc, cette certification, comment qu'elle se fait? Elle se fait grâce à l'usage de certificats numériques. Donc, ce certificat numérique, pour pouvoir le comprendre, il suffit de prendre un exemple de la vie courante. Donc, si vous voyez un individu pour dire
comment tu t'appelles, il peut, lui, te dire que je m'appelle XY, etc. Quelle est la preuve que son nom est bel et bien ce qu'il prétend? En général, c'est ce qui se passe au niveau de la police, la douane et autres, etc. En général, quand un individu se présente, on doit vérifier son identité. Comment tu vérifies son identité? Tu vérifies son identité grâce à la pièce d'identité ou bien au passeport, etc. Pourquoi? Parce que tu vas retrouver toutes les informations liées à cette personne, sa photo, et ainsi que la signature d'une institution, d'un organisme de confiance qui a établi justement cette copie. Par exemple, quand tu vas identifier un, un individu algérien avec sa pièce d'identité, si lui il va te présenter une pièce d'identité qui n'est pas établi par un organisme algérien, là, ça va poser problème. Parce que l'autorité, je dirais, le tiers de confiance, c'est une institution algérienne. Donc, si ce n'est pas une institution algérienne, automatiquement, tu vas décliner cette identification parce que le document est fourni par une instance qui n'est pas algérienne. Donc, c'est un peu la même chose pour cette relation entre la clé publique et son propriétaire. Donc, en général, elle est délivrée grâce à un certificat numérique. Et donc, le certificat, tu l'acceptes parce qu'il a été délivré par une autorité de certification qui est reconnue. Donc, automatiquement, tu vas accepter les informations qui sont fournies par ce document. Alors, comment se fait justement cette autorité de certification? C'est un peu ce qui se passe dans un pays. On va dire, on a plus ou moins copié le principe qui existe au niveau d'un pays. En général, les documents officiels, ils sont fournis par qui? Ils sont fournis par l'État, donc et les structures de l'État. Donc, l'État, par exemple, si je prends tout ce qui est identification, etc., c'est géré par le ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur, il ne peut pas fournir le service à tous les Algériens. Pourquoi? Parce que sinon, ça devient un goulot d'étranglement. Donc, si tout le monde s'adressait au ministère de l'Intérieur, on ne pourrait jamais en terminer avec les chaînes des personnes et la prestation de services. Donc, dans la pratique, ce qui a été fait, c'est que le ministère, il a délégué ses pouvoirs au wilaya. De la même manière, au niveau de la wilaya, ils ont délégué ça au niveau des daïras et ensuite, on est arrivé maintenant même au niveau de l'APC. C'est-à-dire quand tu veux établir une pièce d'identité ou bien un passeport, tu t'adresses au niveau de ta commune de résidence et automatiquement, ils vont te fournir effectivement, sur la base d'un dossier, la pièce d'identité que tu demandes. Et donc, on voit que là, par la suite, dans ton document, il va y avoir effectivement l'autorité racine, c'est quoi? C'est la République algérienne, etc. Et par la suite, tu vois l'instance qui t'a délivré ça, c'est cette instance qui est l'APC, qui a permis de délivrer ce document. Ça, ce qui vous montre que effectivement cette démarche, c'est une démarche hiérarchique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une autorité racine qui, elle, va déléguer ses pouvoirs à des niveaux inférieurs. Donc, on l'a vu à travers le pays. Tu as le ministère, ensuite tu as les wilayas, les daïras, et ensuite l'APC qui vient au niveau le plus bas. Donc, ça, c'est cette hiérarchie qui existe au niveau de l'autorité racine. Et pour toutes les autorités de certification à l'échelle mondiale, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que vous avez une autorité de certification racine qui représente le pays et à l'intérieur du pays, automatiquement, elle délègue ses pouvoirs à des instances internes, donc pour avoir une meilleure facilité de contact et de travail avec tous les utilisateurs de l'autorité de certification. Et bien entendu, pour une connectivité internationale, ce qui est fait, vous avez des relations qui existent entre les autorités racines de chaque pays. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on arrive à faire, par exemple, du commerce électronique international, c'est-à-dire à partir
d'un pays X, vous pouvez acheter des produits à un pays Y. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on arrive à authentifier l'utilisateur, même s'il est dans un autre pays, grâce à l'interconnexion qui existe entre les différentes autorités de certification dans les deux pays. Et comme il y a ce qu'on appelle une relation d'approbation entre les autorités de certification, chacune reconnaît l'autre. Donc, par transitivité, ce qui se passe, vous avez l'autorité de certification à l'intérieur d'un pays X qui va reconnaître une autre autorité de certification à un autre pays Y grâce à cette relation d'approbation. Et donc ça, c'est le schéma justement qui est utilisé pour faire valoir un certificat qui est délivré dans un pays X dans un autre organisme qui se trouve dans un pays Y grâce à cette relation d'approbation. Alors, ensuite, quelles sont les fonctions de cette autorité de certification? Comme on l'avait dit, son souci majeur, c'est quoi? C'est de gérer les clés. Et donc, pour pouvoir gérer les clés, la première étape concernant une clé, c'est quoi? C'est de pouvoir les générer. Donc, ça veut dire qu'il va falloir générer la paire de clés. Je rappelle que dans ce cas, on parlait de clé publique. Ça veut dire qu'implicitement, il y a une clé privée qui est associée. Et donc, vous avez cette fonctionnalité de génération de ces clés. Ensuite, de pouvoir la distribuer et effectivement de pouvoir aussi faire de la sauvegarde de ces clés. C'est important. Pourquoi? Parce que ça, c'est dû à l'archivage. Et donc, on peut archiver ces clés. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain temps, on peut avoir un problème qui surgit au niveau de la justice. Mais ben, il faut remonter le temps pour revoir les clés qui ont été utilisées et quels étaient l'usage de ces clés. On peut avoir aussi un problème qui est lié à la clé, c'est qu'un individu peut perdre sa clé. Donc, il faudrait que cette autorité puisse lui donner la clé de substitution ou la même clé une fois qu'il déclare sa perte de clé pour pouvoir la remplacer. Ça, c'est donc parmi les tâches essentielles qui sont liées à la génération, à la sauvegarde et à la distribution des clés. Il y a aussi, on avait dit que cette institution qui va générer les clés, elle va faire la relation entre la clé et son propriétaire. Donc, comment qu'elle fait cette relation entre la clé et son propriétaire, je l'avais dit, c'est par l'usage de certificats numériques. Donc, c'est un peu l'équivalence que vous avez dans la vie réelle, comment faire une association entre une personne et ses données personnelles, c'est-à-dire son nom, prénom, date de naissance, etc. Ses signes particuliers, etc. Donc, on délivre une pièce d'identité. Donc, au niveau des clés, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va générer un certificat numérique qui, lui, vous pouvez le considérer comme étant la pièce d'identité de la clé. Et donc là, ça permet de dire, voici la clé, à qui elle appartient, quand est-ce qu'elle a été délivrée, par qui elle a été délivrée, etc. C'est un peu les mêmes informations que vous voyez dans votre carte d'identité. Donc, vous avez votre nom, prénom, etc. Donc, vous êtes le propriétaire de cette pièce d'identité. Vous avez la date de délivrance de cette pièce d'identité, qui a délivré cette pièce d'identité, etc. Donc, vous avez toutes les informations. Et bien entendu, au niveau de la carte d'identité, vous n'avez pas, par exemple, la date de révocation de cette pièce d'identité. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui sont implicites pour dire que la carte d'identité, c'est 10 ans en général, qui est valable 10 ans. Donc, au niveau des certificats, on a la latitude de pouvoir régler cette période de validité. Tu peux avoir une validité qui, si on veut faire un test d'ETP par exemple, tu peux dire que tu produis un certificat et tu diras par la suite que le certificat est valable 2 minutes ou 3 minutes. Donc, et ensuite, tu verras qu'au bout de 2 minutes, 3 minutes, le système va te déclarer
effectivement que le certificat n'est plus valide. Pourquoi? Parce que tu as déterminé la durée de validité de ton certificat et bien entendu, ce certificat, en général, il est signé. Donc, on a ce qu'on appelle la signature au niveau de ce certificat. Et on sait que la signature, c'est le moyen qui permet de vérifier que le document est, je dirais, valide et correct. Donc, et bien entendu, on peut avoir aussi pour le certificat il y a une tâche aussi pour sa gestion de certificat, c'est qu'à un moment donné, l'exemple plus connu, par exemple, tu as des certificats numériques qui sont utilisés dans les cartes bancaires. Donc, si à un moment donné, tu as perdu ta carte bancaire, le seul moyen pour ne pas qu'elle soit pas utilisable, c'est de déclarer le vol ou la perte de cette carte. Automatiquement, ce qui est fait, l'autorité de certification, elle va révoquer le certificat qui a été affecté à cette carte. Donc, quand on révoque le certificat, ça ne permettra pas par la suite l'usage de ce certificat. Donc, à chaque fois, s'il y a quelqu'un qui tente de l'utiliser, le certificat, même s'il est toujours dans la période de validité, il sera déclaré automatiquement par l'autorité de certification comme étant un certificat qui n'est plus valide. C'est ce qu'on appelle la révocation de certificat. Et donc, automatiquement, ce certificat, il sera déclaré invalide et toute tentative d'utilisation de la carte, automatiquement, elle sera refusée. Et bien entendu, vous avez aussi des périodes, parce que comme les cartes bancaires, en général, elles sont valides en général une année, certaines elles sont 2 ans, etc. Donc, une fois pardon, que la période est écoulée, automatiquement, la carte bancaire n'est plus valable. Donc, pourquoi? Parce que automatiquement, le certificat ne sera plus valable puisque c'est sa durée de vie. Et automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait, l'autorité? Elle est obligée de générer un nouveau certificat donc, pour permettre la continuité de l'usage de cette carte bancaire. Et de la même manière aussi, cette autorité de certification, elle est là à la disposition de tous les utilisateurs. Donc, si un utilisateur a envie de chercher une clé, par exemple, publique pour un propriétaire donné, donc il peut envoyer sa requête vers l'autorité de certification et elle est prête à, je dirais, diffuser l'information pour les demandeurs de ces certificats. Et bien entendu, ces clés publiques qui sont données, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, automatiquement, on va donner la preuve à l'intérieur du certificat comme quoi que je dirais, la clé publique qui est utilisée et appartient bel et bien à l'individu. Ben, comment? C'est juste avec une astuce. L'astuce, ça quoi? Ça consiste à signer justement ce certificat. Donc, comment on signe ce certificat? Ben, tout simplement, on va prendre toutes les informations qui existent dans le certificat, on va calculer leur hachet et ensuite ce hachet-là qui est signé. Ben, bien entendu, s'il y a quelqu'un de modifier le certificat, ben, automatiquement la signature ne serait plus valable. Et donc, pourquoi? Parce que dans le principe de signature, vous avez toujours la possibilité de vérifier une signature. Donc, quand on vérifie la signature, on voit qu'elle n'est pas valide. Donc, si elle n'est pas valide, donc automatiquement, tout le document ne sera pas valide, c'est-à-dire tout le certificat qui sera rejeté. Et donc, ça, c'est la technique qui est utilisée au niveau des certificats numériques pour pouvoir vérifier qu'un certificat est bel et bien, je dirais, conforme. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'une pièce d'identité classique. Quand quelqu'un vous présente je dirais, pièce d'identité qui est falsifiée, il est très difficile de vérifier que cette pièce d'identité est, je dirais, falsifiée. Donc, le seul, même si la police ou la gendarmerie, ça va être la même chose. Ce sera difficile pour eux de vérifier si elle est valide ou pas. Donc, le seul moyen, c'est quoi? C'est de pouvoir contacter
le ministère de l'Intérieur et de voir sa base de données pour qu'il puisse nous donner les informations exactes de l'individu. Et là, c'est pour ça que des fois, vous avez dans un contrôle d'identité, ce qui se passe, des gens qui sont arrêtés et la police ou la gendarmerie est obligée de contacter le ministère de l'Intérieur pour avoir les informations de l'individu, y compris sa photo, et donc il faut comparer par la suite par rapport à la pièce qui est fournie pour voir effectivement est-ce qu'elle est authentique ou pas. Par contre, au niveau de, je dirais, de le certificat numérique, il est plus facile de vérifier ça. Pourquoi? Parce que on avait dit que chaque autorité de certification a sa clé publique. Donc, elle signe le certificat avec sa clé privée. Et donc, on peut toujours vérifier la signature grâce à la clé publique de l'autorité. Et donc, voir par la suite est-ce que le certificat est conforme ou pas. Alors, quelle est, donc après avoir vu les missions de l'autorité de certification, donc on va voir l'autre aspect qui consiste à dire l'organisation ou la structure d'une PKI, c'est-à-dire une infrastructure de gestion des clés publiques. Alors, on va dire, elle est composée de 3 entités. C'est une autorité d'enregistrement, une autorité de certification et enfin un opérateur de certification. Donc, ce qui permet de montrer un peu la relation qui existe entre ces différentes entités. Donc, l'autorité d'enregistrement, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir un certificat numérique pour sa clé, il est obligé de se rapprocher de l'autorité de l'infrastructure de gestion de clés, plus particulièrement l'autorité d'enregistrement. C'est là où il présente ces informations pour dire c'est pour dire le nom, prénom, etc. Ou bien ça peut être autre chose qu'une personne physique, parce que là, on est dans le numérique. Donc, dans le numérique, ça peut être le certificat numérique pour un individu, c'est-à-dire que c'est le cas où j'ai présenté l'exemple d'usage de la carte bancaire. Ça peut être aussi un serveur. Donc, vous avez un serveur et ce serveur-là, il utilise la clé publique du serveur pour pouvoir communiquer avec son environnement d'une manière sécurisée. Donc, bien entendu, pour un serveur, on est obligé de présenter les informations du serveur, à savoir son adresse IP, son appartenance à une entreprise. Cette entreprise, pour dire que ce n'est pas une fausse entreprise, donc il s'agit bel et bien d'une entreprise réelle, elle doit présenter son registre de commerce, etc. Donc là, quand on se présente au niveau de l'autorité d'enregistrement, on présente toutes les informations qui permettent d'authentifier l'identité du propriétaire. Donc ce propriétaire, comme je l'avais dit, ça peut être une personne physique, comme ça peut être une entité, c'est-à-dire que c'est un serveur qui peut être utilisé ou bien communément, ça peut être une application, etc. Donc tout dépend de l'usage de certificats. Et donc, au niveau de l'autorité d'enregistrement, on présente tous les justificatifs de l'identité pour permettre par la suite de la génération de clés. Alors, une fois que toutes les vérifications sont faites, cette requête, elle est fournie à l'autorité de certification, donc qui, elle produit le certificat proprement dit sur la base de toutes les informations qui ont été vérifiées. Elle va présenter le certificat, donc elle va produire le certificat. Et donc, ce certificat-là, qui lui va être remis à l'opérateur, je dirais, de certification. Et donc, cet opérateur de certification qui, lui, va pouvoir distribuer ce certificat au propriétaire. Donc, cette distribution elle peut se faire sous différentes manières. Donc, ça peut être une distribution, par exemple, si je parlais tout à l'heure de la carte bancaire. Donc, l'idée, c'est d'insérer ce certificat au niveau de la puce de la carte bancaire. Dans certains cas,
quand on veut sécuriser, par exemple, un système ou un poste informatique, vous pouvez fournir ce certificat grâce à une clé USB qui sera connectée, intégrée au niveau du PC. Comme ça peut être tout simplement un document électronique qui est envoyé directement vers le propriétaire de ce certificat. Et donc, vous voyez qu'il y a cet ensemble de structures qui sont utilisées. Chacun joue un rôle et le tout, ça permettra effectivement de réaliser cette création de certificats numériques et par la suite, bien entendu, d'autres fonctionnalités qu'on a vues s'il s'agit de renouvellement de certificats, de révocation de certificats, etc., ou bien de demande d'un certificat, c'est-à-dire juste un certificat qui est déjà délivré, quelqu'un veut prendre connaissance. Donc, vous avez tous ces aspects-là qui sont pris en charge par l'infrastructure de gestion de clés. Et donc, ça permettra effectivement de répondre à un besoin réel qui permet de gérer effectivement le certificat, et donc ce certificat qui va être géré pendant toute sa durée de vie, c'est-à-dire depuis sa création jusqu'à sa révocation ou je dirais, sa date limite d'usage qui est définie dans la période de validité de certificat. Donc, tous ces aspects-là sont gérés par cette autorité. Et là, on a mis l'accent sur la production, la création d'un certificat numérique. Comment qu'il se fait, c'est-à-dire qu'on a fait cette authentification, c'est un peu le même principe que vous avez par exemple, l'établissement d'une pièce d'identité, vous êtes obligé de fournir des informations et vous êtes obligé d'être présent physiquement, donc ce qui permettra d'attester que vous êtes bel et bien telle personne. Et à partir de là, votre demande sera formulée et on va vous créer effectivement le document que vous avez demandé. C'est typiquement la même chose pour cette infrastructure de gestion de clés qui permet effectivement d'établir une clé publique qui est associée effectivement au propriétaire de cette clé. Alors, bien entendu, ce certificat qui va être utilisé un peu par tous je dirais, les utilisateurs. Et là, en général, quand vous avez une utilisation globale d'une information, afin d'assurer l'interopérabilité, vous êtes obligé de normaliser votre information. C'est ce qui se passe dans tout, je dirais, toutes les informations qui sont échangées à travers les différentes connexions et réseaux. Et je pense que c'est ce que vous avez déjà vu à travers TCP/IP. Donc, on était obligé, pour connecter les différentes machines, de normaliser les paquets qui sont échangés entre les différentes machines. C'est la même chose qui se pose pour le certificat numérique. Pourquoi? Parce qu'il va être utilisé par plusieurs partenaires. Et donc, il va falloir normaliser ce certificat numérique pour que tout le monde puisse l'utiliser d'une manière automatique. Et donc, il y a eu une normalisation d'un certificat numérique donc, qui permet d'organiser l'information qui est contenue dans le certificat numérique. Donc, chaque certificat numérique, vous avez la version du certificat numérique qui est donnée parce que le certificat a suivi, je dirais, plusieurs évolutions. C'est un peu ce que vous voyez dans la carte d'identité. On a eu la carte d'identité classique, ensuite on a eu la carte d'identité biométrique. Et donc là, c'est par rapport aux versions qui existent au niveau du document. Donc ici, le certificat numérique, vous avez la version. Ensuite, chaque certificat numérique possède un numéro de série. C'est un peu la même chose. Si vous regardez un peu votre pièce d'identité, vous trouvez un numéro de série qui est par rapport au document, parce que chaque document a un numéro qui lui est spécifique. Ensuite, vous avez, on avait dit,
que le certificat a été signé. Donc, si je signe le certificat, c'est que je suis en train d'utiliser un algorithme de signature. Ben, il faudrait automatiquement mettre quel est l'algorithme qui a été utilisé pour signer le document. Pourquoi? Parce que cet algorithme, il va servir pour la vérification de la signature. Donc, quand vous signez un document, dans le numérique, vous pouvez toujours vérifier cette signature, donc en utilisant bien entendu le même algorithme qui a servi pour le signer. De la même manière aussi, vous avez votre certificat, il est délivré par un organisme. Donc cet organisme va décliner son nom dans le certificat pour dire que ce certificat a été produit par tel organisme. Et donc là, à un moment donné, quand vous avez un organisme de certification de confiance, vous acceptez automatiquement le certificat. Mais si vous avez un certificat produit par un organisme que vous ne connaissez pas ou bien auquel vous ne faites pas confiance, automatiquement, vous allez rejeter ce certificat. Donc, ce qui se passe dans les pièces d'identité, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une pièce d'identité fournie par un organisme algérien. S'il est fourni par un organisme étranger, ça va de soi qu'il sera rejeté automatiquement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le nom de l'organisme qui a fourni le certificat. C'est ce que vous voyez dans vos pièces d'identité. Vous avez toujours la pièce d'identité. Il y a un tampon qui dit que c'est délivré par tel organisme. Donc, c'est l'organisme qui a fourni le document. Et par la suite, vous avez, c'est ce qu'on avait dit, le certificat. Il n'est pas éternel, c'est un certificat qui est valable pour une période donnée. Et donc, vous avez à l'intérieur du certificat la période de validité, donc qui est exprimée effectivement selon des durées. Donc, les durées peuvent être exprimées par des jours, des mois, des années, etc. Donc, on peut préciser la période en fonction des unités qui ont été choisies. L'information qui vient après, c'est le nom du propriétaire du certificat, puisqu'on avait dit que le certificat, ça permettra d'attester par la suite que telle clé publique appartient à telle personne. Et donc, automatiquement, vous avez le nom du propriétaire du certificat, et donc, du coup, c'est le nom du propriétaire de la clé, et donc celle qui vient juste après, c'est la clé publique du propriétaire. Et bien entendu, on peut avoir d'autres informations additionnelles qui sont utilisées concernant le propriétaire, concernant, on peut trouver son adresse, etc., son numéro de téléphone ou autre, etc. Vous avez aussi les mécanismes de chiffrement qui ont été utilisés. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme mécanisme de chiffrement? Qu'est-ce qu'on a utilisé comme fonction de hachage, etc., pour signer, etc. Et à la fin, vous avez la signature, donc le moyen qui a permis de signer le certificat, ainsi que la valeur de la signature qui a été faite pour ce certificat numérique. Donc ça, c'est l'ensemble des informations qui ont été, je dirais, qui figurent dans un certificat numérique. Comme ça, à chaque fois qu'une application reçoit un certificat, elle sait l'exploiter. Pourquoi? Parce qu'elle connaît, je dirais, la disposition des informations. On peut vérifier, par exemple, la période de validité, automatiquement, elle va au champ 5, au cinquième champ, c'est lui qui est la période de validité. Donc, elle peut savoir est-ce que la période de validité, par rapport à la date actuelle, est-ce qu'elle est valide ou pas. Quand elle veut vérifier le propriétaire, par exemple, tu te connectes à un serveur et tu vas voir que le nom de serveur, c'est pas lui auquel tu t'es connecté, n'est pas celui qui se trouve dans le certificat. Et donc là, tu es sûr de dire que ce certificat, ce n'est pas le certificat de ce serveur auquel je me suis connecté, et ainsi de suite. Donc là, sur la base de l'information, vous avez tous les détails et qui peuvent être exploités. Pourquoi? Parce qu'on les a mis dans un certain ordre, donc qui est exploitable automatiquement par les éléments. Gendouz, oui, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Gendouz, tu as levé la main. Bon. Alors, on va continuer notre
démarche. Donc, la session qui s'arrête dans 2 minutes à peu près. Donc, j'arrête et je reprends tout de suite pour continuer la suite du cours. Recording. Tous les participants de pouvoir exploiter le contenu de l'information qui se trouve dans le certificat numérique. Parce que ce certificat numérique, effectivement, il est censé être échangé entre les différents partenaires. Donc, c'est un moyen qui permet de présenter la clé publique du propriétaire en toute sécurité et d'une manière authentifiée. Alors, pour vous rendre compte de ça, vous pouvez le voir vous-même, je dirais, au niveau de votre navigateur. Donc là, en général, on utilise notre navigateur pour pouvoir se connecter vers des serveurs. Là, dans l'exemple qui est présenté ici, c'est mon navigateur que j'utilise pour pouvoir se connecter à mon adresse email, donc à mon serveur email, donc, qui est le hotmail.com. Alors, automatiquement, lors de la connexion à mon serveur, donc, c'est une connexion qui va être sécurisée grâce à l'usage de certificats. Et donc, automatiquement, si vous voulez voir cet aspect-là, donc, dès que vous mettez l'adresse de votre serveur auquel vous voulez vous connecter, donc vous voyez dans la barre d'adresse, donc vous allez voir un petit cadenas qui apparaît pour dire qu'effectivement, c'est une connexion sécurisée. Alors, avec le bouton droit de sur le cadenas, vous pouvez avoir les informations liées au certificat qui est utilisé justement par ce serveur. Et c'est ce qui me permet d'avoir cette petite fenêtre donc, qui est dénommée certificat. Effectivement, ça, c'est le certificat qui est fourni par le serveur de hotmail.com, donc dont l'organisme est c'est le serveur de hotmail.com. Alors, c'est le Hotmail qui a été repris par Windows. Donc, automatiquement, vous voyez que le propriétaire, ici, le certificat qui est délivré à ce propriétaire, donc Windows.net, qui fait partie du réseau de Windows pour ces serveurs. Vous avez le fournisseur, l'autorité de certification qui a fourni ce certificat. Donc, vous le voyez ici, c'est Kaspersky qui a fourni ce certificat. Donc, vous avez la fourniture de certificats en général à l'échelle mondiale par plusieurs entreprises, parmi lesquelles vous avez Kaspersky, vous avez aussi Verisign, qui est aussi un organisme de délivrance de certificats. Et vous avez ici, regardez, validité donc ce certificat. Voici sa période de validité. Donc là, cet exemple, je l'ai pris la semaine dernière sur mon navigateur. Et donc, ça vous donne la date de validité. En général, la date de validité qui est utilisée par la majorité des serveurs, c'est une date d'une année. Donc, chaque année, ils renouvellent leur certificat. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'applications. Et à partir de là, vous voyez que ici, dans cette fenêtre, ça, c'est l'onglet général. Donc, il vous donne les informations générales. Vous pouvez avoir, par exemple, les détails. Donc, vous passez en cliquant sur les détails, vous allez avoir effectivement les détails de ce certificat. Donc là, vous descendez à l'intérieur, vous avez les différentes informations, donc les détails de ce certificat. J'ai parlé tout à l'heure de version, voici la version. Donc, vous avez le numéro de série, voici le numéro de série, etc. Donc, toutes les informations. Donc, vous voyez ici les algorithmes de signature qui sont utilisés. Donc, en général, on utilise une fonction de hachage qui est le SHA 256 et RSA.
Euh, non, si les cartes qui sont utilisées dans les bâtiments, c'est pas forcément l'usage de certificats. Donc, tu peux avoir juste, en général, c'est juste un code qui est utilisé, qui permet d'ouvrir, de fermer la porte. En général, dans les systèmes de, d'usage principalement à distance, c'est là où on exige le certificat. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas présente physiquement. Et en général, dans tous les bâtiments, ce que tu trouves un lecteur de cartes avec une caméra, en général, la caméra qui permet d'identifier les personnes, etc. L'autre, c'est juste euh, l'identification qui se fait par ce qu'on appelle les trois moyens qui existent, c'est what you know, what you have, and what you are. Donc là, dans ce principe, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise what you have. What you have, c'est vous possédez une carte qui vous permet effectivement de rentrer dans le bâtiment. Et donc ça ne nécessite pas vraiment l'usage de certificat. Et donc, au niveau du certificat, donc on retrouve la normalisation telle que je l'ai présentée tout à l'heure, donc pour dire euh, voici les algorithmes de hachage qui sont utilisés, l'algorithme de signature, l'émetteur, la période de validité, etc. Donc, vous avez tous les paramètres qui sont utilisés dans le certificat et qui permettent d'identifier le propriétaire, d'identifier celui qui a fourni le certificat, d'identifier la signature, etc. Donc, on a toutes les informations qui sont fournies grâce à ce certificat. Donc, un exemple classique, je dirais, d'usage de ce certificat, c'est ce que vous utilisez, par exemple, dans la pratique, quand vous vous connectez à un serveur sécurisé. En général, ça peut être un serveur sécurisé pour l'usage, par exemple, de trucs, de documents administratifs ou bien de l'usage, je dirais, commercial, etc. En général, le serveur, il doit être sécurisé avec un certificat. Pourquoi? Donc là, dans un système qui est hautement sécurisé, c'est vrai que on a besoin de certificats de part et d'autre. Mais d'une manière générale, vous avez au moins la certification du serveur. Donc, au niveau d'une entreprise, vous voulez avoir les informations pour faire des contacts et faire des achats par la suite, vous devez vous assurer quand même que l'entreprise, ce n'est pas une entreprise, je dirais, qui est fictive, qui n'existe pas. C'est juste une image sur le net, alors que réellement, elle n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit vérifier grâce au certificat. Alors, en général, pour avoir cette situation, comment on fait? C'est que l'entreprise doit acquérir un certificat, et donc, du coup, elle va contacter, je dirais, l'autorité de certification, la PKI, pour qu'elle lui délivre le certificat en question. Bien entendu, ça commence par la présentation des documents qui permettent d'attester l'identité du serveur avec l'entreprise qui possède ce serveur. Une fois que tous les documents sont faits, il y a la génération de clés et on délivre le certificat. Donc, ce certificat qui est attribué à l'entreprise, et bien entendu, il est mis à la disposition des utilisateurs. En général, on a ce qu'on appelle un serveur LDAP qui permet de contenir la liste des certificats, donc qui peuvent être consultés publiquement par n'importe quel utilisateur. Et de la même manière, on a aussi la liste des révocations, c'est-à-dire tous les certificats qui ne sont pas valides aussi, on les met dans cette liste. Donc quelqu'un, quand il reçoit un certificat, il peut toujours vérifier sa validité.
Et donc ici, comment les choses se passent pour que le client puisse communiquer en toute sécurité avec l'entreprise, c'est qu'au préalable, l'entreprise a son certificat et qui est distribué sur le serveur Anda. Alors, ce serveur qui est disponible, quand vous voulez vous connecter, automatiquement, l'entreprise qu'elle fait, elle peut vous envoyer la clé publique qui est contenue dans ce certificat. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier ce certificat, est-ce qu'il est valide ou pas, etc. Une fois qu'il le trouve validé, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va pouvoir utiliser cette clé publique de l'entreprise. Ensuite, comment il arrive effectivement à avoir une communication sécurisée avec l'entreprise, c'est qu'il génère une clé, donc le client et l'entreprise. Alors, quand je dis client et entreprise, ce n'est pas le client physiquement. En général, le client, tel que je l'ai montré tout à l'heure, je voulais, moi, me connecter avec mon serveur de mail. J'ai utilisé un navigateur. Donc, ça veut dire c'est mon navigateur et c'est l'application qui se trouve au niveau du serveur. C'est elles qui vont communiquer entre, c'est les deux applications qui vont communiquer et donc elles vont s'échanger les certificats. Donc, mon navigateur, il va vérifier le certificat. Donc, s'il est bon, ce qui va se passer, mon navigateur avec l'application du serveur, elles vont générer ce qu'on appelle une clé de session. Donc, cette clé de session, elle sera utilisée pour toutes les communications par la suite. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. C'est que cette communication sécurisée, donc sur la base, il y a eu l'échange ou du moins l'entreprise qui envoie son certificat vers le client, qui vérifie ce certificat, il est valable. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la clé publique et donc cette clé publique, il va générer une clé privée qui va être chiffrée avec cette clé publique et il va l'envoyer à l'entreprise. À partir de là, les deux possèdent une clé de session commune secrète et ils vont l'échanger entre eux. Donc, ça, c'est le modèle ou un exemple qui illustre effectivement l'usage de certificats dans un contexte pratique. Par contre, ici, si je veux rajouter encore des contraintes, imaginez que l'entreprise, ça c'est juste pour délivrer des informations, mais si je veux, par exemple, faire un achat sur Internet, donc l'entreprise délivre le certificat, mais de la même manière, le client, l'entreprise, elle lui demande aussi son certificat. Pourquoi? Pour savoir est-ce que sa carte de crédit elle est valable grâce au certificat. Et une fois que c'est fait, ça permettra de faire l'échange des deux certificats et de pouvoir échanger l'information en toute sécurité entre les deux partenaires. Alors maintenant, d'une manière pratique, c'est un peu le volet, je dirais, TP pour votre part, pour comment utiliser effectivement les certificats, c'est que vous avez des serveurs. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est pour pouvoir gérer les certificats, c'est que vous avez besoin d'une autorité de certification. Cette autorité de certification, vous pouvez l'installer sur votre serveur. Donc, si vous avez un serveur Windows 2009, 2012, 2016, 2019, etc., c'est un peu la même situation. Vous avez un serveur 2016, par exemple, vous devez accéder à en tant qu'administrateur domaine, et donc vous accédez au gestionnaire du serveur, et là, au niveau du gestionnaire de serveur, vous allez rajouter des rôles. Donc, vous rajoutez des rôles. Donc, parmi ces rôles, c'est de pouvoir intégrer une autorité, l'installation d'une autorité de certification. Donc, cette autorité de certification qui sera installée sur un serveur, bien entendu, il faut indiquer le serveur qui va jouer ce rôle d'autorité de certification. Après, donc, c'est dans les fenêtres de lui rajouter un rôle. Pourquoi? Parce que le certificat, il va être associé à des utilisateurs. On sait que dans les serveurs Windows, les utilisateurs sont gérés par Active Directory.
Donc là, vous allez intégrer, sélectionner l'Active Directory pour les services de certificat. Et donc là, ce qui permettra de rajouter une fonctionnalité qui permet d'associer un certificat par la suite par rapport à un utilisateur. Donc là, ça, c'est par rapport à la fenêtre pour dire accéder au gestionnaire de serveur et ajouter des rôles. Donc là, c'est ce qu'on fait pour la gestion et l'ajout des rôles. Alors, ça permettra de sélectionner l'Active Directory pour gérer justement ces certificats avec les utilisateurs. Et bien entendu, dans les autorités de certification, vous avez les types, donc on a vu dans un pays, vous avez une autorité racine, ensuite des autorités secondaires, etc. Donc, dans votre exemple, vous pouvez choisir directement une autorité de certification d'entreprise, c'est-à-dire par rapport à votre réseau interne. Et à partir de là, donc, ça va jouer le rôle de votre autorité de certification. Et donc, vous vérifiez que l'autorité de certification, elle est racine, c'est-à-dire que c'est elle la racine par rapport à votre réseau interne. Et ça vous permettra de créer justement la clé privée de votre autorité parce qu'elle va signer les certificats. Donc, il suffit de cocher la case, ça vous permettra de créer une nouvelle clé privée automatiquement pour votre autorité. Et ce qui permettra par la suite de pouvoir signer les certificats. Bien entendu, vous devez spécifier, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, quels sont les algorithmes qui permettent de signer. Entre autres, par défaut, c'est ce qui est utilisé, le RSA. Donc, il suffit de cocher cette option, ainsi que l'algorithme de hachage qui est utilisé. Donc, ce sont les deux éléments qui peuvent être utilisés pour la signature de certificats numériques. Et bien entendu, votre autorité de certification va apparaître dans le certificat. Vous donnez dans la page un nom d'autorité. En général, lui, il vous suggère un nom par défaut, c'est celui du serveur. Si vous avez besoin de le changer, vous pouvez toujours le faire. Et par la suite, donc votre autorité, elle est, je dirais, prête à pouvoir produire les certificats. Et bien entendu, vous devez préciser la période de validité, donc ce qui est donné pour les certificats qui vont être produits. Donc, je l'ai dit, dans le TP, en général, si on fait un TP pour pouvoir le tester, donc, il suffit de mettre une période courte. Donc, vous pouvez générer le certificat, le vérifier, etc. Vous pouvez l'utiliser. Ensuite, juste après, vous patientez un petit moment donc, pour que la durée soit écoulée. Essayez de vous reconnecter par la suite. Il va vous dire que, attention, votre certificat n'est plus valide. Donc, il y a un avertissement qui est fourni par votre navigateur. Et donc là, la période, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des jours, des semaines, des mois, des années. Donc là, on peut le même mettre avec des minutes parce que c'est toléré au niveau de la sélection de la périodicité. Et bien entendu aussi, ces certificats, quand ils sont fournis, ils vont être stockés dans une base de données. Donc, vous devez spécifier automatiquement le répertoire qui va contenir ces certificats. En général, c'est un répertoire qui est donné par défaut. Et de la même manière aussi, vous avez un journal d'accès à ces certificats, donc ce qui permet de montrer les accès qui sont faits pour tous les certificats qui ont été délivrés par votre autorité de certification. Et donc ça vous permettra de finir votre, je dirais, action. Et à la fin, ce que vous avez bel et bien une autorité de certification qui est là et qui est capable de gérer les certificats et donc de produire des certificats et de pouvoir les révoquer par la suite. Alors, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'autres aspects. C'est pour dire que là, tu as l'autorité de certification
capable de produire un certificat. Maintenant, comment je vais utiliser effectivement ces différents certificats? Donc, c'est ce qu'on verra à la prochaine fois concernant les protocoles sécurisés, pour dire comment un protocole il peut être sécurisé. Il peut être sécurisé par l'usage de certificats. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que ce client, il doit demander un certificat qui lui est fourni. Donc, il va l'associer à son application, à son serveur. Et ensuite, à partir de là, l'usage du certificat devient d'une manière automatique et implicite pour la communication sécurisée avec le client et le serveur d'une manière automatique. Donc ça, c'est l'exemple qui est donné, c'est par rapport à Windows. Vous pouvez aussi faire je dirais, une procédure qui est équivalente, qui se trouve sur Linux. Linux n'a pas la même philosophie de Windows. Donc, ce que vous aurez à vérifier au niveau de DTP, donc vous allez voir avec l'application OpenSSL, donc qui, elle, permet effectivement de générer des clés, de générer par la suite le certificat et de faire cette association entre les clés et le certificat et de pouvoir l'affecter à une application. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à demain. Recording